Vous êtes sur la première pour suivre votre journal d'actualité. Yorana, merci d'être au rendez-vous. Voici les titres de ce journal. Plus d'échappatoire, ou presque, pour les non-vaccinés. Le pass vaccinal deviendra obligatoire pour voyager ou pour rentrer dans certains lieux, à l'instar des centres de santé. Les explications dans un instant. Plus de 35 000 documents déclassifiés pour faire toute la transparence sur le fait nucléaire en Polynésie, dixit Emmanuel Macron. Mais les associations de défense des victimes n'en sont toujours pas convaincues. Le haut-commissaire Dominique Sora nous dira si la démarche est honnête. Il est l'invité de ce journal. Le bilan des soldes est loin d'être reluisant pour les commerçants. Les foules d'addicts au shopping n'étaient pas au rendez-vous cette année dans les magasins, même si quelques boutiques ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Et enfin, cette semaine, le FIFO prend le relais de notre rubrique à Haïfénois. Comme à l'accoutumée, les scolaires sont les premiers à investir les salles de projection avant même l'ouverture officielle du festival. La situation sanitaire ne s'améliore pas. Si plus aucun décès n'était enregistré depuis le 26 octobre dernier, le territoire enregistre un 637e mort dû au Covid. Ce sont les chiffres publiés ce lundi 7 février. Comme vous pouvez le voir, le taux d'incidence explose et passe la barre des 1000 cas contre 753 il y a 72 heures. La menace est donc toujours présente et le rôle du pass vaccinal est d'inciter les non-vaccinés à franchir le pas. Chiquita Teiva-Darouzès, Jérôme. Allez, bip-moi ça. Patients, visiteurs, ce sont 500 à 1000 usagers qui sont filtrés chaque jour à l'entrée du centre hospitalier du Taoné. Depuis le 1er décembre, il faut montrer patte blanche sous peine d'être refoulé. Désolé, vous allez prendre là sur le côté, vous allez passer en maison sur l'avant. Le pass sanitaire est obligatoire ou sinon le carnet de vaccin avec un chemin vaccinal complet. Exception faite pour les urgences. Et si certains redoutaient le pass vaccinal, eh bien, bonne nouvelle, celui-ci n'est pas obligatoire dans les établissements de santé. L'entrée dans les cliniques, l'entrée à l'hôpital, il est toujours soumis au contrôle du pass sanitaire. Donc les gens ont toujours la possibilité de faire un test avant de venir. C'est mieux pour tout le monde, pour la santé, mais sinon, d'un autre côté, c'est un peu aussi fatigant, c'est un peu aussi décevant. Parce qu'il y a des moments de fois, lorsqu'on oublie notre carnet, et on est obligé d'avoir ce carnet-là, parce que sinon, on ne peut pas accéder à des portes où on est obligé d'aller. Lavez-vous les mains d'abord. C'est le cas du village où se tient le Festival international du film documentaire océanien. L'événement qui enregistre 30 000 entrées aura moins de faste cette année. Passe vaccinal oblige, les guides sanitaires sont prêts pour veiller au filtrage dès mardi. On est en soutien avec le staff du FIFO, mais sinon on est 4 guides sanitaires déjà répartis devant les théâtres pour contrôler, pour les gels des mains, pour laver les mains, pour se laver les mains. Et puis le pass sanitaire il est plutôt là à l'entrée. Les personnes seront contrôlées, puis on leur remettra un bracelet par jour. Et ensuite, donc, elles pourront circuler librement sur le village et aller dans les projections sans autre contrôle. Pas de chance pour les 5000 scolaires abonnés au FIFO. À compter de mardi, seules les personnes ayant un schéma vaccinal complet pourront accéder au village. Et si le pass vaccinal n'est pas demandé à l'hôpital ou dans les centres de santé, il le sera dans les salons et foires de plus de 50 exposants, les fêtes foraines, les discothèques, les administrations ou encore les événements en plein air. Monsieur le haut-commissaire Yorana. Bonsoir. Merci d'être sur la première ce soir. Alors tout d'abord, les personnes ne justifiant des 2 derniers critères, on va le voir, ça va s'afficher à l'écran. Il faut 3 critères pour pouvoir prétendre au pass vaccinal. Ces personnes n'obtiendront pas de QR code avant le 15 février pour le premier et fin février pour le deuxième. C'est un petit peu discriminant, non ? Oui, il fallait le temps de mettre en place techniquement ce dispositif qui va permettre de progresser, parce que le pass vaccinal, c'est fait aussi pour faciliter la vie des gens. C'est fait pour se protéger, d'abord. C'est exigé dans des endroits où il y a des rassemblements importants, où les gens se croisent, où il y a de la foule. C'est pour cette raison que c'est pour les transports vers les îles, pour protéger les autres archipels que les îles les îles du vent.
c'est pour éviter qu'il y ait trop de problèmes rencontrés dans les salons. C'est marqué sur le tableau qui a été projeté pour les événements, un certain nombre d'événements festifs ou d'événements culturels, comme on le voit pour le FIFO. Et ça permet de maintenir surtout ces activités. Et ça qui est important de souligner, c'est fait pour éviter d'arrêter la vie économique, la vie sociale. Et nous avons fait le choix de transformer le pass sanitaire qui existait, c'est-à-dire vaccin ou test, en pass vaccinal. C'est première étape. J'espère qu'il n'y en aura pas trop d'autres. Bien sûr, ça va dépendre de l'évolution de la situation sanitaire, mais c'est aussi pour faciliter la vie des gens dans un contexte de crise sanitaire. Alors justement, vous parliez de voyage tantôt. Pour ceux qui ne pourront justifier d'aucune de ces 3 preuves et qui se rendent dans les îles de Tahiti, Moorea ou Tetiaroa, devront justifier d'un motif impérieux de santé ou familial. Est-ce que là, ce n'est pas 2 poids, 2 mesures ? Non, parce que c'est des motifs très restrictifs. Il ne s'agit pas de dire « je vais visiter quelqu'un de ma famille ». C'est pour un décès, pour un mariage, pour une naissance. Et il appartiendra au transporteur de vérifier la réalité, enfin de vérifier le justificatif qui est fourni par la personne qui souhaite ainsi voyager. C'est uniquement dans ces cas-là pour des raisons sanitaires ou pour motif familial sérieux. Et dans le sens inverse, les personnes qui ne sont pas vaccinées, qui arrivent des îles, elles viennent à Tahiti et elles repartent toujours en étant non vaccinées. Pour elles aussi, ce sera un motif impérieux familial. Non, dans l'autre sens, il n'y a pas de contrainte pour venir dans le sens archipel vers Tahiti. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les archipels sont quasiment indemnes de contamination. Les contaminations sont venues essentiellement de Tahiti, dans le sens déplacement de Tahiti vers les archipels. On a eu quelques cas sur Ao, quelques cas à Rangiroa également. À Pataki aussi. Et à Pataki aujourd'hui, c'est extrêmement limité. Et quand elles rentreront chez elles devront justifier d'un motif impérieux. Mais elles devront justifier, si les personnes résident dans les archipels, quand repartiront de Tahiti vers les archipels, et si elles résident dans les archipels, il y aura un motif impérieux, ce motif impérieux résidence sera exigé. Le retour chez soi est un motif impérieux. Alors, aujourd'hui, il y a toujours une partie de la population qui n'est pas vaccinée, plus de 21%, ce qui n'est pas négligeable. Est-ce que le pass vaccinal, alors qu'il pourrait être levé avant le mois de juillet en France, est une manière de les emmerder, pour reprendre l'expression du président de la République? Non, mais je crois que d'abord, la situation en métropole est différente. Le pic de l'épidémie est en train d'être passé en métropole, ce qui n'est pas le cas ici, en Polynésie. Le pic de l'épidémie est devant nous encore. Et je note qu'il y a eu un très grand effort qui a été fait en matière de vaccination. On est quasiment à 80% de personnes de plus de 12 ans vaccinées et 84% de personnes de plus de 16 ans. Parce que le pass vaccinal s'applique aux personnes à partir de 16 ans. Donc c'est un taux très très important. La grande majorité de la population maintenant est vaccinée. Il y a une petite minorité qui ne l'est pas. Alors ça peut être parfois pour d'excellentes raisons, pour des raisons de santé, d'incompatibilité, ou parce que les personnes ont eu récemment le Covid, on l'a vu. Ça signifie aussi qu'il faut continuer cet effort de vaccination. Et je dois saluer la population qui a répondu à cet appel à la vaccination, parce que c'est la raison, c'est le fait de se protéger les autres. Je suis allé, par exemple, cette semaine, je suis à Meiao, la population est vaccinée à 90%. Mais c'est un bel exemple, parce qu'ils sont isolés, ils se sont protégés de cette façon. Et justement, en métropole, la date de péremption de cette règle sanitaire est le 31 juillet en Polynésie. Est-ce qu'il y a une date de fin ? Mais le dispositif est national, c'est-à-dire que la loi sur la situation sanitaire a été votée jusqu'au 31 juillet. Nous serons soumis vraisemblablement. Après, on verra comment évolue aussi la situation sanitaire. Parce que cette loi a été votée parce qu'il y avait une crise sanitaire tant en métropole que dans les territoires ultramarins. Donc nous serons soumis au même régime avec des adaptations quand c'est nécessaire. Parce qu'on adapte toujours les dispositifs ici en Polynésie française compte tenu des spécificités du territoire. En fonction de la situation sanitaire. Merci pour ces premières réponses, Monsieur le Commissaire. Nous allons revenir avec vous sur un autre sujet, le nucléaire. Mais d'abord, si l'État et le pays estiment que l'ouverture des archives des essais nucléaires est une avancée très positive, les associations de défense des victimes, elles, sont sceptiques. Pour elles, les plus de 35 000 documents déclassifiés par le ministère des Armées ne permettront pas de faire toute la lumière. L'ouverture filtrée de ces archives, c'est plus de l'opacité que de la transparence, regrette Philippe Newfer. Les détails avec Kaline Yennar et Hiro Terorotua.
27 janvier 1996, date du dernier tir nucléaire souterrain français en Polynésie. 26 ans plus tard, la France procède à l'ouverture de ses archives. 90% des documents expertisés ont reçu un avis favorable à la communication et deviennent donc accessibles à tous. Mais pour Frère Maxime, cette nouvelle n'en est pas vraiment une, puisque l'ouverture des archives leur a été confirmée en novembre dernier lors d'une réunion au Ossaria. Ce que nous demandons et ce que la population demande, c'est qu'il y ait une demande de pardon. Quand il y a une demande de pardon, c'est qu'on reconnaît qu'on a fait une erreur et donc on veut, disons, réparer. Et la deuxième chose, la réparation. Quelle galère pour la réparation! Car sur les 180 dossiers d'indemnisation, à peine plus de la moitié ont reçu l'avis favorable du CIVEN. Et même si 95% de ces dossiers obtiennent gain de cause auprès du tribunal administratif, ils sont en majorité contestés par le CIVEN devant la cour d'appel. Ce qui préoccupe les associations, ce ne sont guère les archives nucléaires, mais plutôt la loi Morin. Pour ce qui concerne les victimes des essais nucléaires, le passé n'est pas utile. Ce qui est utile, c'est l'avenir, changer la loi, faire en sorte que cette loi indemnise pour de vrai et surtout faire en sorte que cette loi indemnise les ayants droit, c'est-à-dire que cette loi reconnaisse le préjudice propre des ayants droit. Des ayants droit qui peuvent déjà accéder à l'historique du CEP, le Centre d'expérimentation du Pacifique, disponible sur le site internet de l'Assemblée. Des livres sur le fait nucléaire en Polynésie sont également déjà parus. L'historien Jean-Marc Regnault considère l'ouverture de ces archives comme un complément d'information. L'histoire du CEP, c'est aussi l'histoire politique de la Polynésie. C'est-à-dire comment les hommes politiques locaux ont réagi, comment ils ont collaboré avec le CEP, comment certains s'y sont opposés et comment l'État a essayé de les faire taire. Donc tout ça, il faudrait le savoir, on le sait déjà en partie, mais il y a encore beaucoup d'archives à ouvrir. Des archives telles que celles de la police et de la justice, mais aussi des archives diplomatiques sur les relations françaises avec les autres pays du Pacifique à cette époque, qui permettraient de comprendre en toute transparence ces 30 années de nucléaire en Polynésie. Alors, monsieur le commissaire, est-ce que ces archives dont on vient d'entendre dans ce reportage feront aussi l'objet d'une déclassification ? L'ensemble, le président de la République a pris un engagement de déclassifier la totalité des archives, à l'exception de ce qu'on appelle les archives proliférantes, c'est-à-dire celles qui ont trait au secret de fabrication de l'arme atomique qu'on ne peut pas mettre sur la place publique, bien évidemment. Alors justement, c'est ce que regrettent les associations qui sont dubitatives sur cette démarche, car on ne saura jamais ce qui restera dans les cartons. Ce travail est fait sous contrôle. Le pays a désigné des représentants à la commission des archives, justement, pour vérifier ce qui est déclassifié. Il y a eu 35 000 documents qui ont été déclassifiés aujourd'hui. 10% relèvent de ce qu'on appelle ces archives proliférantes. Je ne suis pas sûr que les personnes qui ont parlé ce soir soient allées consulter déjà ces archives. Donc ces archives sont ouvertes et elles sont à la disposition des chercheurs et même des citoyens, parce qu'il y a un site du ministère des Armées qui s'appelle Mémoire des Hommes, sur lesquels ces archives seront consultables. Et l'engagement qui a été pris, c'est de terminer, là, je dirais peut-être pas totalement, mais en grande partie l'ouverture de ces archives à échéance du mois d'août prochain, donc du mois d'août 2022. Donc c'est un pas en avant considérable qui vient d'être réalisé pour qu'on ait que les Polynésiens aient connaissance, que les chercheurs, que tout le monde puisse avoir accès, je dirais, à ces documents, puisse comprendre ce qui s'est passé, parce que l'État français a décidé d'assumer pleinement, ce sont les termes du président de la République, ce passé. Donc oui, ces archives seront mises à disposition, et je dis bien l'exclusion de ce qui relève de la fabrication de l'arme atomique. Ça, on ne peut pas mettre ça, bien évidemment, à la portée de tout le monde. Nous verrons ça donc dans les prochains mois. Les associations qui regrettent aussi que la loi Morin n'ait toujours pas été modifiée. C'est un travail législatif, bien sûr, mais est-ce que cette demande est légitime selon vous ? Mais la demande aussi, j'ai remarqué les interventions de l'avocat de l'association qui le disait. Il y a eu un engagement du président de la République de donner 3 années supplémentaires aux ayants droit pour pouvoir déposer des dossiers. Le délai s'arrêtait au 31 décembre 2021. Il y a 3 années supplémentaires qui ont été données pour que les ayants droit puissent déposer ces dossiers. J'ai moi-même créé une mission au Saria avec 3 personnes qui parlent polynésien, qui ont commencé à aller, déjà ils sont allés au Gambier, avant de continuer à aller dans les atolls, ici aussi sur Tahiti,
pour aller au contact des personnes qui veulent déposer des dossiers. Et ça aussi, l'engagement est tenu. Il fallait absolument, parce que ce sont parfois des dossiers complexes, qui ont pris du temps, parfois trop de temps, certainement, il faut le dire, mais cela est fait. Ce travail a déjà commencé. Et je pourrais aller plus loin dans tous les engagements qui ont été pris sur l'installation du RSMA sur AO, sur la dépollution des terres de AO. Les procédures sont lancées et l'État tiendra sa parole en la matière. C'est un engagement du président de la République. Alors, très rapidement, concernant l'atoll de Hao, vous y êtes rendu justement le mois dernier et vous avez évoqué un projet de génie écologique financé à 17 millions de francs pacifiques par l'État. Est-ce qu'il est compatible avec le projet Aquacol qui, selon un article du journal Le Monde publié il y a 2 jours, le pays serait toujours intéressé malgré la mise en garde d'Emmanuel Macron? Mais je crois qu'il faut poser la question au pays. Nous, ce président de la République a été très clair sur ce type de projet, qui pour l'instant est théorique. Nous, ce que nous faisons sur AO, c'est faire en sorte de redonner des capacités, des perspectives à la population de AO. D'abord en remettant en état l'atoll, je le disais à l'instant, il y a de la pollution industrielle, c'est de la pollution, c'est-à-dire aux hydrocarbures, aux métaux lourds. Donc il y a tout un travail d'étude des sols qui a été lancé. Les résultats seront connus aussi vers juillet-août, de façon à commencer le plus tôt possible ce travail de dépollution. Il y a également l'installation d'une unité du RSMA sur AO. Il y a aussi ce travail de réfection, vous faisiez allusion à ce dossier tout à l'heure, c'est remettre en état le cordon littoral de AO. Donc ceci sera fait aussi. Et on est en train aussi de rechercher des capacités, d'autres capacités d'activité économique sur AO, notamment en matière de réparation navale. Il y a un dossier qui est lancé. Donc là, il s'agit d'être très concret le plus rapidement possible. Et nous allons parler de trafic de stupéfiants avec ces chiffres. D'abord, ils concernent les infractions à la législation sur les stupéfiants. Ils sont légèrement en baisse, 147 faits de moins en un an. Ce sont des chiffres plutôt encourageants, monsieur le haut-commissaire, sauf que ces dernières semaines ont été rythmées par 2 actualités inédites. On se souvient, le 25 janvier dernier, une fusillade a eu lieu dans la capitale sur fond de trafic d'ice. Et puis, toujours pour la même cause, dimanche 30 janvier, une jeune femme a été enlevée puis séquestrée. La Polynésie est-il toujours le paradis sur Terre? Alors, il y a un problème de drogue et de trafic d'ice en Polynésie. Je crois qu'il faut le dire, on l'a dit. C'est pour cette raison qu'il y a eu un plan ICE qui a été fait d'ailleurs l'année dernière. Justement, est-ce qui a été présenté par les services de l'État, avec la justice, avec le pays en termes de prévention, parce que c'est toujours un gros problème. Et on l'a vu avec ces événements que vous avez indiqués. Alors, fusillade, c'est quelqu'un qui a tiré des coups de feu sur une voiture, donc c'est pas un échange de coups de feu. Mais c'est inquiétant, parce que ça montre qu'il y a de la violence chez les trafiquants et qu'il faut arrêter cette violence. D'ailleurs, les 6 personnes impliquées dans cette affaire ont été très rapidement identifiées, en l'espace de 2-3 jours, mises en garde à vue, présentées devant le juge et incarcérées. Il y a eu des réponses immédiates dans ces affaires qui sont exceptionnelles, mais qui montrent cette violence, cette importance, cet accroissement du trafic qui avait été stoppé aussi pour la raison de la crise sanitaire. Et donc, nous avons renforcé les moyens de lutte contre le trafic d'ice. J'avais fait une conférence de presse, d'ailleurs, avec le procureur général et le procureur l'année dernière, et avec, une antenne de l'Office de lutte contre le trafic de drogue, une cellule opérationnelle de renseignement, ce qui permet d'avoir des résultats. Il y a 10 kilos d'ice qui ont été saisis en 2021. Les équipements aussi sont en train de s'améliorer. On a des chiens qui ont été formés pour détecter la drogue. Les conteneurs sont de plus en plus contrôlés également sur le port, avec les douanes sont en train de mener des opérations en la matière. Donc police, gendarmerie, douane sont de plus en plus opérationnels. Il y a des saisies de drogue qui sont réalisées. Les délinquants les plus violents ont été arrêtés. Il y a également des saisies d'avoirs criminels. Il y a eu 200 millions encore de francs d'avoirs criminels qui ont été saisis. Il faut taper au portefeuille les criminels. Donc ce travail doit continuer. C'est une mobilisation qui est nécessaire. Parce que oui, c'est une préoccupation. Ce trafic d'ice est une préoccupation, parce que ça touche toutes les couches de la société, ça provoque beaucoup de problèmes, d'où un travail de prévention qui doit être mené, aussi avec le pays, avec les communes sur ce sujet, avec les associations, avec les confessions religieuses, parce qu'on doit tous se mobiliser, parce que c'est une grande cause du territoire. On doit tous se mobiliser contre ce fléau.
Merci beaucoup, Monsieur le Haut-Commissaire. Pour ces réponses, une dernière question très rapidement. Vous êtes arrivé en août 2019. Cela fera donc 3 ans cette année. C'est généralement la durée d'un mandat. Est-ce que 2022 sera la dernière année de votre mission en Polynésie? C'est fort possible. Lorsqu'on regarde, vous l'avez dit, 2022, c'est ma 3e année. Je suis arrivé même au milieu de l'année 2019. Tous les mandats ont une fin, c'est l'avis des hauts commissaires et des préfets. Donc 2022 sera... On me pose beaucoup la question en ce moment, mais c'est un bon calcul que vous avez fait. On ne sait jamais après. Nous verrons donc après les élections législatives qui se dérouleront en juin. Mais bon, je suis très attaché à ce territoire de Polynésie. Merci beaucoup, Dominique Saurin, d'avoir répondu à nos questions. Ce soir, le pass vaccinal donc, qui entrera en vigueur dès demain et qui sera applicable en Polynésie jusqu'au 31 juillet, comme en métropole. Le bilan des premiers soldes de l'année est mitigé pour les commerçants de la capitale. Durant 3 semaines, cette opération leur permettait d'écouler leur stock et d'augmenter leur chiffre d'affaires. Mais le résultat est moins positif qu'attendu, même si certains ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Hayar Itahiata et Patita Savia. Fini les affiches promotionnelles, la période des soldes est terminée pour un bilan positif mais partagé. Dans ce magasin de sport, par exemple, situé en périphérie du centre-ville, il n'y a pas eu plus de clients que d'habitude, mais les articles soldés ont trouvé preneur. Au niveau des soldes, c'est bien parti. Parce qu'il faut savoir une chose, qu'il y a des produits qui sont bien tombés. Et quand je dis bien tombés, c'est plus de 50% par rapport au prix, avec tout ce qui se passe dans notre pays. Il y a quand même des gens, tu vois, les gens, ils viennent, ils achètent des appareils de muscu, ils font attention à leur santé. Là, tu vois que c'est important pour les gens. Le son de cloche est un peu plus timide chez certains commerçants. Situés dans des ruelles plus isolées, ils ne profitent pas du passage de la foule. C'est le cas par exemple de Michel. Dans sa boutique, elle vend des tifeifei et des meubles de décoration. Dès qu'il y a solde, les gens savent bien que c'est pratiquement toutes les boutiques qui font des soldes. Qui font un peu plus le tour dans la ville. Voilà, donc soit les personnes vont dans un commerce environnant et passent par là par hasard et s'arrêtent, ou alors ils avaient envie d'acheter quelque chose chez moi et ils viennent justement pour cette période de solde. Cette année, 90% des commerces participants au solde étaient situés à Papeete. L'objectif était le même, écouler les produits des derniers mois difficiles. Le bilan des soldes cette année sont plutôt positifs. Il y a eu entre moins 20 et moins 50% de remises cette année. La plupart, ce sont les activités de textile. On a enregistré, a priori, on fait le bilan en ce moment, à un peu plus de 10% de chiffre d'affaires supplémentaire par rapport à l'année dernière. Donc les soldes sont plutôt une bonne augure. En Polynésie, les grandes périodes de soldes sont réglementées comme en métropole. Même les dates sont déjà fixées. La prochaine saison aura lieu au mois de septembre prochain. Et enfin, c'est l'événement culturel de ce début d'année. Le FIFO s'ouvre demain à la Maison de la Culture et en ligne. Mais avant, ce sont les scolaires qui ont investi les salles de projection. Au-delà d'être en dehors des murs de leur établissement, c'est surtout l'occasion de s'ouvrir sur le monde, mais aussi d'apprendre les ficelles des métiers de l'audiovisuel. On voit cela avec Inacio Raveino et Marcel Bonneau. Là, on a fait les interviews de sortie de salle, on a fait le jury, on a fait la coordination, il manque les ateliers. Faire le point pour mieux avancer, une leçon de vie réadaptée en leçon d'audiovisuel pour l'occasion. Ici, des élèves de 12 à 14 ans qui s'initient au métier des médias, des multimédias même, de quoi susciter des vocations. En découvrant beaucoup de choses, on crée aussi un petit peu notre propre univers, on crée ce qu'on veut partager aussi et on essaie de faire les choses bien. Et puis nous aussi, ça nous apprend à travailler là-dessus si jamais on veut faire ça plus tard et c'est un petit plus dans la vie. Premier défi, ne pas perdre le nord. Demander son chemin peut sembler être un acte anodin, mais il faut un certain courage pour vaincre sa timidité, une étape de franchie pour ces collégiens. Là, on est en train de chercher la salle de projection pour aller interviewer des gens. Ça fait partie des aléas du métier. Oui. T'en penses quoi ? C'est vrai que c'est marrant de courir un peu partout, d'aller chercher plein d'informations, de personnes interviewées, tout ça. Aujourd'hui, nous sommes une section médias et nous venons au FIFO pour parler des métiers qui se passent ici, interviewer des gens, tout ça. Ok, ça marche. Est-ce qu'on pourra vous interviewer ? Une fois la demande d'interview acceptée, il y a tout un processus technique à mettre en place avant de se lancer.
Ça tourne. 3, 2, 1, c'est parti. Alors bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Kira Bonjour. Aujourd'hui, nous ne formons pas des futurs journalistes. Vous voyez, ils touchent à la caméra, on a une émission radio en direct, mais ce que je suis en train de faire avec ces enfants, c'est de leur ouvrir l'esprit critique, surtout poser des questions, ne pas avoir honte et avoir confiance en eux. C'est ça l'idée, c'est qu'ils soient autonomes. L'enseignement qui leur est dispensé est basé sur l'éducation aux médias et à l'information. Et ces élèves ont profité de la journée du FIFO dédiée au public scolaire pour mettre en pratique cet apprentissage. Le Festival international du film et documentaire Océania s'ouvre officiellement au public demain. Retrouvez le programme des projections sur notre site internet. C'est la fin de ce journal. Voici l'information principale. 4 mois après le dernier décès enregistré, le bilan du jour fait état d'un 637e mort. 4 personnes sont hospitalisées pour Covid aigu et 19 autres en secteur Covid, mais pour d'autres pathologies. Un lourd bilan à la veille de l'application du pass vaccinal. Pour s'en munir, il faudra disposer d'un schéma vaccinal complet, d'un certificat de rétablissement au Covid-19 datant d'au moins 11 jours et de moins de 4 mois ou d'un certificat de contre-indication médicale. Pour ceux qui ne pourront fournir ces 3 preuves, les voyages dans les îles au départ de Tahiti, Moorea et Teki Arawa seront conditionnés aux motifs impérieux de santé ou familial. Demain, nous parlerons santé avec la présidente de la Ligue contre le cancer, Natacha Elme, sera l'invité café de la matinale radio demain et évoquera avec Ibrahim Ahmed Aziz les 2 journées de dépistage du mélanome organisées les 9 et 11 février prochains à Tahiti et à Raiatea. À la une de vos quotidiens demain, la dépêche titre sur le Tayarapu Ouest, des projets et des priorités. Et revient sur un fait historique, l'escale du France à Veirao, c'était il y a 50 ans. Ce soir, la première vous propose une programmation spéciale FIFO en diffusant 3 documentaires, dont Freeman qui a remporté le prix spécial du jury du FIFO l'an dernier. Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.